rentrer dans le vif du sujet, euh, je voudrais dire un mot sur la manière dont ce travail a été préparé. Chacun d'entre vous avait reçu en amont de ce séminaire une analyse individualisée, c'est-à-dire un document construit à partir du corpus d'échanges, pour l'essentiel l'échange d'emails que vous avez eu chacun avec votre superviseur, que ce soit Brian ou moi, sous la coordination d'un mémoire. Et ce document a été produit, vous l'avez compris, hein, par une intelligence artificielle. Cette analyse automatique a suivi, dans tous les documents qui vous ont été transmis, une même grille, au fond assez simple, qui était composée de trois parties. Hein. Donc je reviens sur le document que vous avez reçu. Dans ce document, donc l'intelligence artificielle précisait les éléments de contexte, hein, le contexte de chacune de vos micro-recherches actions, qui sont les acteurs, quels sont les niveaux d'activité en jeu. Bon, par exemple, l'inspecteur Jean Fiat travaillait avec un seul enseignant, qui lui-même travaillait avec un seul et même groupe de 7 élèves, qui eux-mêmes étaient impliqués sur une même dynamique, à savoir la remédiation par anticipation au CM1. Vous voyez, ça c'est le contexte. Ensuite, l'intelligence artificielle a utilisé des focales. Vous êtes maintenant assez familiarisé avec ce terme de focale. Des focales qui caractérisent un certain nombre de modalités de la supervision, de façons de faire de la supervision. La première modalité correspond à la fonction de supervision, c'est-à-dire quelle est la fonction de supervision à certains moments dans certains cadres d'échange d'emails. Est-ce que l'intervention du tuteur est plutôt une intervention qui cadre la situation, ou plutôt qui analyse la situation, ou plutôt encore qui capitalise? Vous voyez, donc on caractérise cette fonction. Ensuite, comment est-ce que la supervision intervient? Comment est-ce que, par exemple, les feedbacks sont formulés? Quel est le rythme de ces échanges? Quels sont les outils mobilisés? Et au final, quelle est la visée euh, en termes de capacitation de l'inspecteur? Oui, ce terme, la capacitation, on va l'utiliser beaucoup. Hein. Capacitation, c'est-à-dire rendre capable, en réalité, euh, augmenter le pouvoir d'agir de l'inspecteur, hein, qui conduit sa recherche-action, avec notamment la question du potentiel réflexif de l'ensemble des feedbacks. Hein. Autrement dit, est-ce qu'on est bien dans une démarche qui permet à l'inspecteur de se voir lui-même intervenir, hein, la réflexivité. Alors, ces feedbacks au fil des échanges sont-ils, par exemple, essentiellement euh, une succession de validations, hein, permanentes, hein, c'est-à-dire qu'on avance et on valide à chaque fois? Ou alors, est-ce qu'à certains moments, il n'y a pas plutôt quelque chose qui est un déplacement, un moment un peu plus stratégique, où la compréhension de certains objets de la recherche, au fond, est en train de bouger, hein? Au fond, ces feedbacks produits par la supervision, est-ce qu'ils accompagnent à certains moments une certaine forme de changement? Évidemment à définir. Enfin, une dernière partie dans les documents que vous avez reçus, dernière partie, où l'intelligence artificielle, c'est, alors moi je dirais, risqué à produire des recommandations. Elles ont une valeur qui est toute relative. Très franchement, on n'y a pas donné beaucoup d'importance. Ça nous paraissait assez secondaire. Hein. Alors, vous aurez bien perçu, quand vous avez reçu chacun ce document, que ça n'était pas du tout un document d'évaluation. Hein. Absolument pas. C'est plutôt une espèce de miroir, plus ou moins déformant. Je vais expliquer pourquoi il était sans doute plus ou moins déformant, et qui a été donc remis à chacun d'entre vous, avant que nous nous retrouvions aujourd'hui, essentiellement pour que la discussion parte d'une lecture partagée de votre propre travail. Hein. C'est ce que nous allons maintenant présenter, une sorte de synthèse transversale, hein, comme le disait tout à l'heure Amévor, plutôt globalisante, de ces 20 lectures individuelles.
Au fond, ces lectures, elles ne visaient qu'un seul but, c'est préparer la rencontre d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce miroir est a priori assez déformant? C'est que vous l'aurez compris, nous avons alimenté l'intelligence artificielle que d'une partie de nos travaux échangés, hein, et essentiellement les emails, hein. On aurait pu évidemment abonder l'intelligence de la totalité de nos travaux, mais on a préféré se polariser que sur les échanges d'emails, en faisant l'hypothèse que les échanges d'emails, qui sont une partie de nos échanges, mais ils sont suffisamment explicites pour être intéressants, parce que très souvent, ils annonçaient des éléments qui étaient dans les documents complémentaires. Donc vous voyez qu'on est sur un miroir qui est sans doute pas suffisamment alimenté, et donc il est un petit peu déformant, mais à nos yeux, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Alors, nous voudrions repartir aujourd'hui d'une question qui est très simple, une seule question. À quoi reconnaît-on qu'une supervision pédagogique rend réellement les acteurs plus capables d'agir? Une augmentation de la capacité d'agir, c'est pourquoi on a utilisé le terme ici pour capacité. Alors, dans les MIRAS, nous avons accompagné des inspecteurs, vous-même, inspectrices, qui eux-mêmes accompagnaient des équipes de terrain, hein. Nous avons, en coopération, produit des traces, sélectionné des traces, analysé des traces, produit des ressources, parfois même des ressources très sophistiquées comme des guides, parfois même des capsules de vidéo formation. Mais la vraie question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir ce qui a été produit en termes de ressources partageables, hein. Nous nous étions centrés beaucoup sur les ressources partageables à l'avant-dernier séminaire. Aujourd'hui, vous voyez, on déplace un petit peu notre attention. Et la vraie question est plutôt de savoir ce qui a été construit en termes de savoir. On pourrait dire ce qui a été appris par vous, hein, les inspecteurs, et quel est le degré d'autonomie que vous avez construit précisément par rapport à vos objets de recherche. C'est cette question centrale, celle de votre autonomie, qui va guider cette présentation. Alors, une question centrale au fil du webinaire, hein, que je peux reformuler. Comment savoir si une supervision a rendu les inspecteurs capables d'agir, donc d'être davantage capables d'agir? Nous allons en quelque sorte relire, au sens de relier, les 20 suivis de supervision que vous avez reçus à partir de cette unique question. Pour cela, je vous l'ai dit, nous avons mobilisé une intelligence artificielle qui a scanné tous nos échanges, notamment d'emails, au cours de toute l'année scolaire, hein. Nous montrerons qu'il y a bien deux manières de conduire cette supervision, celle de Brian et la mienne, et nous identifierons ce que nous allons appeler des tensions essentielles, hein, 3, vous verrez, puis nous stabiliserons quelques repères pour le métier d'inspecteur dans la perspective du PCM3. Alors, avant d'entrer dans le détail, un mot sur le dispositif lui-même, hein, sur le dispositif que vous avez conduit. Un superviseur, donc, qui accompagne un inspecteur, une inspectrice. Un inspecteur, une inspectrice qui accompagne des enseignants ou des équipes, et l'ensemble est réputé produire des effets sur les élèves, le plus souvent sur des élèves, en réalité toujours sur des élèves. Puis à terme, s'interroger sur les développements et sur la diffusion vers d'autres équipes, d'autres écoles. Bon, cette question-là est évidemment au centre probablement du PCM3. Vous aurez noté que le superviseur n'intervient pas directement sur ce que fait, par exemple, l'enseignant en classe. Il agit toujours en amont par l'intermédiaire d'échanges de traces de l'activité, de feedback, parfois appuyé par une IA, de propositions d'outils, très souvent, de programmation d'échanges complémentaires, par exemple via des sessions WhatsApp, ici et là, à certains moments, qui permettent aux acteurs impliqués dans la recherche-action, vous, de mieux voir votre propre pratique en tant que mise en œuvre
de la recherche-action, donc d'en discuter, et surtout de l'ajuster. L'essentiel à retenir ici, c'est que la supervision agit rarement directement sur le terrain ou la classe, et cette supervision agit sur les conditions dans lesquelles les acteurs peuvent alors voir, comprendre, discuter, documenter, ajuster et donc partager leurs pratiques. L'intelligence artificielle a mobilisé, a détecté dans l'ensemble de ces corpus, de nos échanges, a détecté au fond deux manières d'entrer ou de conduire dans la supervision. En effet, dans nos 20 activités de suivi, deux manières d'entrer dans la supervision semblent se dessiner selon les analyses automatiques réalisées donc par cette intelligence artificielle, et nous les présentons volontairement comme deux régimes, deux modalités, deux manières de superviser, et non pas comme deux profils psychologiques figés, liés à la personnalité de Brian ou à la mienne, car chacun de nous deux, nous sommes, selon les moments, déplacés de l'un vers l'autre de ces deux régimes, de ces deux modalités, tantôt polarisés sur ce qu'on va appeler maintenant entre nous le producteur de savoir, tantôt plutôt polarisé à nouveau ce qu'on va appeler entre nous l'analyseur de savoir. Il y a donc bien deux régimes de supervision que l'intelligence artificielle a qualifié, a repéré, avec un régime, une posture qui est très attentive à la production des supports, à la question de leur formalisation, la question de transformer systématiquement ces traces de l'activité, au fond, en ressources partageables. Il y a un point de vigilance, de ce point de vue-là, sur ce régime, comme une sorte de risque, qui est intéressant, et qui est que cette coproduction peut parfois rester asymétrique, et l'inspecteur que vous êtes peut devenir bénéficiaire d'une ingénierie plutôt que co-auteur d'un apprentissage fondé sur des savoirs nouveaux en lien avec la recherche-action. Vous voyez, ces éléments-là sont évidemment des éléments qui nous permettraient de débattre de cela. Il y a, repéré par l'intelligence artificielle, un second régime, une deuxième manière d'appuyer une équipe, de constituer cette supervision, qui est qualifiée d'analytique, qui est incarnée par Brian. Sa force, cette position, c'est la question de la vigilance sur la critique, qui permet de faire émerger des controverses, de demander des preuves d'appropriation, de résister au fond à une généralisation qui serait beaucoup trop rapide et superficielle. Et là, à nouveau, un point de vigilance, c'est que cette posture de recherche peut orienter le regard vers toujours plus de problématisation, une problématisation à l'infini, on pourrait dire, alors même que l'enjeu immédiat serait aussi d'accompagner, de proposer et, en quelque sorte, de faire aboutir la recherche-action. En réalité, nous posons, au titre d'une hypothèse, que ces deux régimes, que ces deux manières, que ces deux attentions, points de vigilance, en réalité se complètent. L'un est centré sur le potentiel de diffusion des ressources produites et l'autre sur l'appropriation réelle de ces situations. Une supervision capacitante, c'est-à-dire qui crée du pouvoir d'agir par les personnes qui sont impliquées dans la recherche-action, une supervision capacitante doit en réalité tenir ces deux enjeux à la fois. C'est en tout cas ce que nous posons, au lieu de les opposer. Et en observant le travail de l'intelligence artificielle, nous avons évidemment identifié des points aveugles. En réalité, ce qu'elle ne voit pas. Et ça nous intéresse de le partager parce que, comme nous avons très très souvent mobilisé l'intelligence artificielle, nous vous avons très souvent indiqué qu'il était important d'interpréter
hein, ce que produisait l'intelligence artificielle. Et pour interpréter, il faut parfois observer les manques. Le premier biais, un premier biais, euh, une première réserve, c'est la question de la position institutionnelle du superviseur, hein. Brian est engagé dans une dynamique de recherche avec une thèse à produire. Quant à moi, je suis concentré sur le passage du PSM2 vers le PSM3, donc dans une dynamique de capitalisation. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et chacun de nous deux surdétermine à sa manière ce qu'il voit et ce qu'il met en avant. Il y a un second biais, à nouveau que ne voit pas l'intelligence artificielle, qui tient à la nature même des objets supervisés dans vos recherches-actions. Certains suivis portent sur un dispositif encore largement ouvert dont les développements restent à construire. Le dialogue de gestion, par exemple, est dans le corpus qui a été suivi par Brian avec 3 inspecteurs impliqués dans ce questionnement. D'autres recherches-actions portent sur davantage sur des formes d'adaptation locale d'une ressource, d'un dispositif qui a déjà été conçu, parfois déjà testé, expérimenté, mais ailleurs. Les écarts observés entre nos suivis ne relèvent donc pas seulement de nos styles respectifs, ils relèvent aussi de ce qui est supervisé, de la nature d'un déjà là qui n'est pas aussi dense dans toutes les recherches-actions. Le risque, si on ne le voit pas, est simple. Une différence de degré devient vite dans l'analyse automatique une fausse différence de nature. Il n'y a pas, contrairement à ce que voyait l'intelligence artificielle, 2 styles de supervision, mais plutôt 2 modalités selon les circonstances. Venons-en au cœur de la question posée en ouverture. Qu'est-ce qui prouve qu'un inspecteur qui conduit une recherche-action devient plus autonome? Pour répondre à cette question, nous vous proposons 4 indicateurs, simples, hein, mais robustes, observables dans les traces que nous avons utilisées et qui nous permettent de répondre à cette question. Premier indicateur, c'est l'inspecteur. Il produit ou choisit ses propres traces, des séquences particulières dans des vidéos, des moments d'entretien, certaines données, pas d'autres, et pas seulement celles qui lui sont demandées, hein. Il produit ou choisit ses propres traces et pas seulement celles qui lui sont forcément demandées. Deuxième indicateur, l'inspecteur, l'inspectrice, hein, vous participez à l'analyse, la discuter, la contester si nécessaire, si besoin. Un vrai désaccord exprimé vaut plus ici qu'un faux accord silencieux. Troisième indicateur, l'inspecteur, l'inspectrice, vous ajustez à certains moments votre action sans attendre systématiquement le superviseur. L'initiative peut se déplacer vers le terrain. C'est le terrain qui anticipe. Quatrième indicateur, il transmet, forme ou accompagne d'autres acteurs. La compétence circule au-delà du suivi initial. On pourrait dire la compétence commence à circuler au-delà du suivi initial. Ce sont ces 4 signaux, plus qu'un modèle théorique, qui nous intéressent aujourd'hui. Analysons ainsi ce qui semble se jouer dans chaque intervention du superviseur. Notre travail d'analyse préliminaire avait fait apparaître des focales et des invariants, sans doute un modèle un peu complexe. Pour ce webinaire, nous les réduisons, nous les ramenons à 3 formes de tension qui suffisent à rendre ce modèle d'analyse de la supervision pédagogique suffisamment compréhensible. Vous allez voir. Première tension, une tension entre production et désétayage. Désétayage, étayage, désétayage, c'est retirer les aides. Donc, une tension entre production et désétayage. Produire des ressources est nécessaire, nous l'avons vu, mais plus le superviseur produit, plus il doit organiser le transfert progressif
vers l'inspecteur. La question à se poser, c'est à quel moment, dans la recherche-action, l'inspecteur produit-il, adapte-t-il, analyse-t-il sans attendre le superviseur? Deuxième tension, tension entre valorisation et controverse. La valorisation sécurise et soutient la confiance, mais seule, elle reste une confirmation. Il faut qu'elle permette aussi le désaccord, c'est-à-dire la mise en débat. La question à se poser alors devient: l'accompagner, vous, mais aussi les équipes de terrain, l'accompagner peut-il dire: là, je ne suis pas complètement d'accord, et voilà quel est mon point de vue, que vous n'aviez pas vu. Vous voyez cette position. Dernière tension, une tension entre capitalisation et preuve d'appropriation. Un guide, une capsule de vidéo formation, un rapport d'une intelligence artificielle ne prouvent pas encore que les pratiques ont changé. Ce qui compte, c'est l'usage. Donc un usage à documenter. Et la question devient: avons-nous une preuve d'usage réel ou seulement une trace d'une production? Trois suivis, trois tensions à l'œuvre. Alors, on va prendre des exemples. Bon, sans multiplier les exemples, mais quand même quelques exemples pour éclairer ce que je viens de présenter. Euh, Premier exemple sur cette tension que j'ai essayé de qualifier entre production et désétayage. Eh bien, nous avons un exemple, une expérimentation mise en œuvre, celle centrée sur la remédiation par anticipation, qui montre que une production très très abondante de capsules d'enregistrement présentant jusqu'à 10 séances filmées de 30 minutes, soit plus de 5 heures de tournage sur une période de 6 mois, ce qui est considérable, a abouti à la réalisation d'un guide complet et d'une banque d'exercices pour toute une année scolaire au CM1. On est là dans la production. Mais surtout, en tout cas ce qui concerne cette expérimentation, un désétayage déjà amorcé avec les derniers feedbacks où l'inspecteur lui-même formalise sa démarche d'analyse et conseille l'enseignant expérimentateur. Vous voyez? Deuxième exemple, sur la thématique cette fois-ci de l'analyse des pratiques professionnelles, valorisation controverse, où le suivi du tutorat d'enseignants novices par des pairs plus expérimentés a montré l'utilisation d'une grille explicite de désaccord. Dans les outils utilisés, on voit un item, par exemple, un item qui précisément énonce: nous ne sommes pas d'accord, car, utilisé par les enseignants, et qui constitue évidemment un signe fort d'un diagnostic qui est réellement en train de se partager. Troisième illustration de cette tension entre capitalisation et appropriation, nous avons une expérimentation qui a été conduite sur le plurilinguisme, avec une instrumentation riche, des notices, un guide, des capsules de vidéoformation, donc des outils de sensibilisation, mais dont l'appropriation par les enseignants reste complètement à documenter. Alors, analysons ensemble ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler une boucle de supervision. Je synthétise. Superviser, ce n'est donc pas seulement donner un avis sur ce qui a été fait, c'est organiser un travail à partir de traces. Une trace est produite, une vidéo, un entretien, une grille, un rapport, une observation. Cette trace est interprétée avec l'acteur ou les acteurs concernés. Le feedback ne sert pas seulement à corriger, il sert à faire voir, à clarifier, à problématiser, puis à ajuster l'action. Une nouvelle trace permet ensuite de voir ce qui a changé avant d'être capitalisé. Cette boucle devient capacitante, produire du pouvoir chez les acteurs, à trois conditions.
L'acteur, première condition, l'acteur comprend mieux ce qu'il fait, il participe davantage à l'analyse, il devient progressivement capable de conduire lui-même une partie du processus. C'est ce que nous appelons, dans notre travail d'analyse, une supervision dialogique, instrumentée, située, capacitante. Je vais reprendre ces 4 termes parce qu'ils sont assez essentiels à nos yeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une supervision dialogique? La supervision ne consiste pas en une transmission descendante d'un diagnostic ou d'une évaluation déjà arrêtée. Elle se construit dans l'échange. Le sens du dialogue émerge de l'interaction entre le superviseur et l'inspecteur accompagné, chacun pouvant discuter, nuancer ou contester ce que l'autre avance. C'est ce qui distingue une supervision dialogique d'une supervision de contrôle ou de simple restitution. Voilà pour le mot dialogique. Alors une supervision instrumentée, eh bien, l'échange ne se fait jamais, on pourrait dire, à main nue. Il passe par des instruments qui médiatisent la relation. Il y a des rapports, des grilles, des données de gestion, des comptes rendus. Les instruments ne sont pas neutres, ils orientent ce qui devient visible et discutable. Une supervision instrumentée assume cette médiation et travaille toujours la qualité des instruments plutôt que de faire comme si le dialogue était direct, sans médiation. Une supervision est située. Un dispositif ne s'applique pas de façon identique et hors sol à toutes les situations. Il tient compte du contexte particulier, l'école, les acteurs, leur histoire, les contraintes locales, et donc il s'ajuste à ce contexte plutôt que de dérouler une méthode générique. C'est ce qui explique par exemple pourquoi 2 séances de dialogue de gestion dans 2 écoles différentes ne peuvent pas être conduites de façon strictement identique. Et pour finir, une supervision capacitante, vous l'avez compris, c'est au fond l'idée qu'un dispositif vise à développer la capacité d'agir des personnes accompagnées, leur autonomie de jugement et d'action, plutôt que de simplement évaluer ou prescrire. C'est la dimension qui rattache le modèle à l'idée de capacitation. La supervision réussit si elle laisse les acteurs mieux outillés pour comprendre et agir eux-mêmes, pas seulement conformes à une préconisation. Alors, je vais conclure. Un mot donc pour finir sur le rôle de l'intelligence artificielle générative dans notre travail d'analyse, car elle nous a beaucoup aidé, évidemment, sans pour autant tout voir. Ce qu'elle apporte, cette intelligence artificielle, eh bien, c'est essentiellement sa capacité à repérer des régularités. Qu'est-ce qui revient? Elle compare des corpus entre eux, y compris lorsqu'ils sont très très denses. Et donc elle propose des catégories pour analyser ces corpus. Alors elle a des angles morts, elle peut écraser des contextes, elle peut attribuer un style qui relève en réalité à l'objet supervisé, bref, elle a ses limites. Mais notre conclusion sur ce point est simple, l'intelligence artificielle aide à ouvrir une discussion entre entre superviseurs et supervisés, elle ne clôt jamais la discussion. Alors, on pourrait dire, mais pour le métier d'inspecteur, quelle implication? Ça change quoi? Superviser, nous l'avons vu tous ensemble pendant cette année, c'est documenter les pratiques, problématiser les tensions qu'elles révèlent, accompagner l'exploration d'une hypothèse, c'est-à-dire élaborer et conduire une expérimentation, y compris une micro-recherche-action. C'est ensuite capitaliser les apprentissages, les transformer en ressources partageables, enfin organiser à chaque étape les conditions de ce fameux désétayage. Au fond, on peut poser la question de la manière suivante, c'est que se passe-t-il lorsque la supervision se retire? Oui, là, on est déjà en train de se projeter sur le PSM3. C'est ainsi définir un profil d'inspecteur qui ne renonce pas au contrôle, il le réinscrit dans une finalité plus large, comprendre et transformer, plutôt que seulement vérifier. Pour terminer, une idée simple, et je vais m'arrêter là. Dans un système éducatif sous contrainte, beaucoup d'initiatives utiles risquent de se disperser. Une pratique intéressante reste parfois invisible. Une expérimentation locale n'est pas suffisamment documentée.
Une ressource produite n'est pas appropriée, n'est pas diffusée. La supervision capacitante cherche précisément à faire l'inverse. Elle rend les traces visibles, elle organise leurs discussions, elle aide les acteurs à ajuster leurs pratiques, puis elle transforme certains apprentissages en ressources partageables. Et le critère décisif, ici, reste le désétayage. Une supervision réussie n'est pas celle qui rend le superviseur indispensable, c'est celle qui permet progressivement à d'autres de poursuivre le travail avec leurs propres outils, leur propre analyse, leur propre collectif. La question que nous voulons vous laisser à l'entrée dans le PSM3 est la suivante. Localement, qui pourra continuer le travail qui n'est que seulement engagé? Avec quelle finalité? Quelles traces? Quels outils? Quelle équipe? Quelle forme de supervision? Je vous remercie de votre attention et nous attendons à présent vos réactions. Euh, euh, voilà, je pense que vous voyez bien mon écran. Voilà. Voilà. Alors, en fait, du coup, sur ce qu'on avait prévu dans ce deuxième temps, c'était de vous partager, en fait, bah là aussi de faire un pas de côté, mais un pas de côté un peu différent parce que là, on va parler beaucoup plus des travaux de certains inspecteurs d'entre vous, en fait. Certains inspecteurs d'entre vous qui travaillent vraiment sur le dialogue de gestion. Voilà. C'est trois d'entre vous dont les noms sont ici. Voilà. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est que bon, bah, ici, en fait, on a essayé vraiment de faire un pas de côté pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que disent les expériences de ces trois inspecteurs sur la manière de construire, de développer des dialogues de gestion dits émancipateurs? Voilà, on va bien sûr revenir sur ce terme. Euh, L'idée, c'est pas de produire un modèle, évidemment, mais c'est vraiment de commencer à produire des constats sur ce qu'on a essayé d'apprendre ensemble, en fait. Et là, vous verrez que ce n'était pas forcément un chemin tranquille non plus. Voilà. Un autre point qui me semble important, c'est que, évidemment, bon, ben, on partage ici des travaux de trois inspecteurs, mais vous verrez que la situation qui sera présentée, elle est très transférable à ce que vous faites par ailleurs, puisque la situation qui sera présentée ici, ça sera cette situation où un inspecteur va analyser des données qu'il va présenter à une école dans une optique de construire dans la durée un diagnostic, un partager et un plan d'action. Bah, évidemment que ça peut vous concerner tous en fait. Voilà. Donc même si vous n'avez pas eu tous vos recherches focalisées là-dessus, eh bien on pense quand même que c'est une situation qui vous concerne potentiellement tous. Donc d'où l'intérêt potentiel aussi de tout ce que je vais dire ici peut-être pour les autres en tout cas, ceux qui ne sont pas directement concernés par le dialogue de gestion. Alors je rappelle juste aussi parce que voilà, pour rappel, en tout cas, les inspecteurs, les trois inspecteurs qui travaillent sur le dialogue de gestion, j'ai produit un schéma ici, voilà, parce que bah, le processus, il était quand même assez complexe et juste pour avoir une vue un peu plus transversale de ce qu'est un dialogue de gestion, bah, il faut tenir en compte en tout cas des 6 étapes que vous voyez ici sur la diapo. Ces 6 étapes-là, évidemment, elles ne sont pas de la même nature. Voilà, puisque dans un premier temps, l'objectif c'est de collecter un certain nombre de données. Hein, on fait tout un travail avec les inspecteurs en amont pour faire ça. Ensuite, on fait une analyse par intelligence artificielle. Et on prend beaucoup de temps pour co-interpréter ces analyses de l'IAG, de l'intelligence artificielle, voilà, avec les inspecteurs concernés. Et ça, ce travail-là, bah, évidemment, il est différent en fonction des inspecteurs, voilà, parce qu'on ne fait pas les mêmes analyses, on n'a pas les mêmes données, donc ce travail est différent avec chaque inspecteur. Ce n'est qu'après ça que l'inspecteur va restituer ses analyses avec les écoles avec lesquelles il va travailler. Et ce n'est donc cette restitution qui prend en général une séance de 2-3 heures, et bien cette séance, elle permet un début de construction d'un diagnostic partagé. Donc on est donc à l'étape 5 ici. Et, euh, et donc c'est vraiment à partir de cette étape numéro 5 qu'on pourrait essayer de dire que les choses se corsent un peu, puisque bah, ce diagnostic partagé, il est difficile à construire. On essaiera d'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est
pas d'aller trop vite vers des solutions, mais vraiment de prendre le temps de comprendre avec les acteurs ce qui se passe dans les écoles, ce qui est quelque chose en fait de redoutablement compliqué à faire. Voilà. Parce que les acteurs ont des manières aussi de résister pour ne pas dire, évidemment. Donc voilà. Donc, donc voilà un petit peu le processus dans son ensemble. Et pour les inspecteurs qui ont été concernés, ils ne sont pas tous à l'issue de ce processus, hein. Certains sont déjà à l'étape numéro 6 et d'autres sont plutôt à l'étape numéro 5, mais on est plutôt en bout de chaîne, on va dire. Alors, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est voilà, c'est ce que disent les travaux des inspecteurs sur eh ben, ce qui se joue dans un tel processus. Voilà, un tel processus qui est donc foncièrement aussi démocratique dans un sens. On va piloter de façon très proche avec le terrain, en fait. Voilà. Euh, euh, eh bien, on a choisi du coup de vous partager des constats, des repères articulés à trois moments, parce que le dialogue de gestion, c'est certes les 6 étapes que nous voyons ici, mais il y a en gros plutôt trois grandes étapes. C'est plutôt la préparation du dialogue de gestion, l'animation du dialogue de gestion et ce qu'on pourrait appeler l'élaboration du plan d'action. Et ces trois grandes étapes, eh ben, en fait, on s'est rendu compte avec les inspecteurs concernés qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient en fait. Voilà. Et c'est sur ça qu'on va essayer de revenir maintenant en fait. Alors, bah, sur cette première étape, sur euh, ce qui se passe donc avant le dialogue de gestion, dans cette phase de préparation, et bien ici, ce qui est vraiment très intéressant, ce qui nous semblait intéressant dans les expériences des inspecteurs, c'est que en fait, on s'est vite rendu compte que la phase de préparation du dialogue de gestion, elle est tellement décisive qu'elle est tout aussi importante que la séance en elle-même, en fait. Et ça n'allait pas de soi, forcément. Euh, et certes, ici, on s'est rendu compte ici que les rapports de l'assistant IAG, l'assistant d'intelligence artificielle, permettait d'avancer beaucoup, hein. C'est une étape qui est fortement appuyée par l'IAG et en même temps, les productions de l'assistant d'intelligence artificielle nous semblaient, en fait, dans tous les cas, très pertinentes pour déjà permettre d'élaborer de premières analyses. Mais on s'est aussi vite rendu compte que si on se limitait à ça, eh bien, ça n'allait pas être du tout suffisant en réalité. Et pour les expériences qui nous semblent en tout cas réussies de dialogue avec les équipes de terrain, c'est toujours des expériences où l'inspecteur prend beaucoup de temps pour interpréter le rapport de l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, cette étape d'interprétation hein, qui se produit en amont, eh ben, elle est difficile en fait. Elle est difficile même si même avec l'appui du référent de l'équipe de supervision, ben, en l'occurrence, c'était moi. Voilà. Euh, et donc, ce qu'on va essayer ce que je précisais maintenant, peut-être, c'est peut-être euh, euh, trois choses, voilà. Trois choses qui nous ont semblé, au final, importantes dans cette étape de préparation. Si on voulait retenir 3 points, voici un petit peu ce qu'on a semblé apprendre hein, avec les inspecteurs concernés sur ce qui semblait peut-être important dans une phase de préparation d'un dialogue de gestion. Trois choses qui sont ici. Première chose, trier mais sans viser l'exhaustivité. C'est-à-dire, en fait, les rapports de l'intelligence artificielle sont souvent très proliférants. Il y a beaucoup de données. Et en réalité, eh ben, il faut jamais restituer l'exhaustivité. Et ça, bah, on l'a appris, je dirais plus ou moins pas à nos dépens, mais on l'a appris en le faisant, quoi. Voilà, on l'a appris en le faisant. Donc, il faut beaucoup plus dégager des situations épaisses, hein, des situations qui peuvent surprendre un certain nombre très limité de situations, mais jamais restituer tous les rapports. Quand bien même il y aurait la tentation de le faire. Euh, un deuxième point, encore plus important, dégager des zones d'incertitude. Voilà. Zones d'incertitude, c'est-à-dire ce qui peut sembler surprenant, ce qui peut sembler choquant, ce qui interroge. Non pas pour culpabiliser les gens, hein, mais pour interroger, voilà, pour justement construire un espace de compréhension. Et, et- et- et donc, et donc ça, c'était aussi quand même un peu difficile, parce que souvent les rapports de l'intelligence artificielle produisent des constats souvent très négatifs, voilà, les résultats sont en baisse. Bon, ben, oui, d'accord, mais au-delà des résultats en baisse, qu'est-ce qui est surprenant? Euh, qu'est-ce,
qu'est-ce qui peut être intéressant à interroger dans des choses qui peuvent vraiment surprendre quelqu'un qui ne connaît pas l'école? Et bien en réalité, c'est pas aussi facile que ça de les identifier, ces zones d'incertitude. Ces zones d'incertitude. Euh, et peut-être que voilà, on propose de partager un exemple en fait, hein, un exemple parce que sinon c'est un peu difficile à comprendre. Un exemple venant d'une EPP, bon, qu'on a anonymisé évidemment, hein, qu'on appellera l'EPP A, mais les données qu'on va vous partager, ce sont des vraies données par contre. Donc, vous voyez la situation suivante et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle peut surprendre. Vous avez un taux de réussite au CEPD qui est passé de 100% en 2023 à 39% en 2024, donc c'est une chute très importante. Vous avez une baisse des promotions internes de 97% à 75% et des échecs qui sont massifs en dictée, en lecture-compréhension. Et parmi tout ça, il y a un petit paradoxe euh, que montre le rapport, que montrait le rapport, euh, qui est que les résultats au CEPD sont, assez. Il y a une erreur sur la diapo, excusez-moi. Oui, les résultats au CEPD sont corrects dans l'ensemble, mais des évaluations internes indiquent 100% d'échecs en calcul écrit au CM2. Donc là, ce que nous livrent, en tout cas les données, c'est il semblerait qu'il y a un paradoxe entre les évaluations internes et le CEPD. Il y a des tendances qui sont un peu contradictoires entre les deux. Et ça, en réalité, l'écart entre le CEPD et les évaluations internes, ça a été une réalité qu'on a vue sur plusieurs écoles, en fait. Souvent, il y avait comme une contradiction entre ce que disait le CEPD et les évaluations internes. Voilà. Donc ça pose des questions. Alors, on peut faire des hypothèses. Est-ce qu'il y a une évaluation qui n'est pas fiable, l'autre qui est fiable? Est-ce qu'il y a tout d'un coup, à la fin du CM2, une montée spectaculaire des performances, des élèves qui apprennent mieux? Bon, en tout cas, on peut faire que des hypothèses. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est une situation qui est surprenante, qui interroge. Mais si on ne prend pas le temps de bien préparer un questionnement, on peut aller très rapidement envers les écoles et aller, dans le pire des cas, vers un questionnement qui sera très intrusif et qui va être relativement accusatoire. Voilà. Et vous allez comme ça braquer les gens, évidemment. Bon, donc au-delà de dégager quelque chose qui est surprenant, bah, il faut aussi essayer d'imaginer comment est-ce qu'on va questionner les gens sans évidemment être dans une forme d'accusation. Et tout ça, c'était difficile, du coup. Je vous donne deux autres exemples de situations surprenantes. Euh, on a vu dans plusieurs écoles, par exemple, des sauts de performance au trimestre 3. Des sauts de performance. Tout d'un coup, les performances sont faibles au trimestre 1 et 2, et tout d'un coup, au trimestre 3, ça explose ou ça monte assez fortement. Bon, ça interroge. Ça interroge, on peut faire des hypothèses, et il faut en faire. Il faut se préparer à faire des hypothèses. Mais si on n'en fait pas des hypothèses, et on peut se dire, mais les acteurs trichent ou quoi? Bon, ouais, mais évidemment, il ne s'agira pas de dire ça en séance, mais il faut d'une part repérer ça, et cette donnée-là, elle est dans les rapports, elle est présente parmi une multitude d'autres données, donc il faut prendre le temps d'extraire cette situation qui est effectivement surprenante, et en même temps préparer un questionnement, euh, dégager des hypothèses. Autre exemple de situation très surprenante, dans beaucoup d'écoles, les remédiations existent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Les remédiations sont proliférantes. Et en même temps, ça ne semble pas contribuer à des résultats qui sont toujours et quasiment toujours en chute libre à partir du CE jusqu'au CM. Voilà. Donc ça, c'est des tendances qui sont récurrentes et qui interrogent. Bon. Ce qu'on a essayé de faire dans les entretiens, c'était que bah, on essayait de dégager ces situations. Voilà. Mais ce qui n'a pas toujours été facile, eh bien, ça méritait vraiment un travail d'interprétation. Et dans les situations où on a pu moins le faire, on a pu avoir du coup des échanges où soit on entrait moins en profondeur dans les problématiques, ou soit on avait des présentations de résultats beaucoup trop directes, et donc des échanges qui allaient se focaliser, par exemple, essentiellement sur des facteurs externes. Donc cette importance de la préparation, cette importance de l'interprétation, dégager deux, trois situations vraiment très épaisses qui interrogent, prendre le temps de construire les hypothèses, préparer un questionnement, ça,
euh, plus on pouvait le faire avec des inspecteurs et plus les échanges étaient riches. Et dans le cas inverse, on avait les situations inverses. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Et ça, ben là, on est sur tout ce qui concerne, encore une fois, évidemment, la phase de préparation. Donc vous voyez à quel point il y a beaucoup de choses qui se jouent, en fait, à la seule phase de la préparation. Alors maintenant, on passe à la phase de l'animation. Bon, l'animation, du coup, dans cette séance où l'inspecteur va présenter ses résultats aux collègues. Voilà. Alors là, on a observé trois choses, trois constats sur ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette séance où l'inspecteur restitue des résultats qu'il a plus ou moins interprétés, qu'il a produits avec l'intelligence artificielle, des constats qui restent à ce stade externes aux acteurs, hein, même si ça parle de leurs données. Bon, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé trois choses qu'on a essayé de montrer ici. D'une part, l'engagement et ou le retrait des enseignants est fonction du degré de centralité que l'inspecteur prend dans l'animation de la séance. Alors, on va essayer d'expliciter tout ça. Ici, il s'agit de se dire qu'en fait, ce qu'on avait observé, c'était que les enseignants, souvent, ils restaient très silencieux au début. Il y a toujours eu une phase qui pouvait être plus ou moins longue, les enseignants étaient silencieux. Voilà, silencieux, avec une difficulté à contribuer à des analyses qui restaient à ce stade très externe, en fait. Voilà. Euh, et en même temps, euh, plus l'inspecteur pouvait avoir une place centrale dans le partage d'un diagnostic qui était construit donc déjà au préalable, plus l'inspecteur avait une place centrale, et bien plus les enseignants étaient en retrait. Et en même temps, on pouvait se dire, c'était surdéterminé par l'ingénierie qu'on avait développée parce que bah, le diagnostic était déjà pré-produit par l'intelligence artificielle. Euh, on pouvait se dire que c'était un inconvénient, mais en fin de compte, pas forcément, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que, en réalité, tout se jouait évidemment dans la phase de préparation, puisqu'on a observé aussi que plus l'inspecteur avait pris du temps pour interpréter le rapport, et plus il était en capacité, dans la séance, de maîtriser les problématiques de l'école et de pouvoir progressivement ouvrir l'échange, mais en ne restant pas sur une présentation, par exemple, très négative des résultats, mais en essayant de comprendre ce que les acteurs faisaient. Mais ça, c'était conditionné par sa maîtrise des problématiques de l'école qui étaient plus ou moins développées dans le rapport, mais qu'il avait lui-même pris le temps de bien interpréter. Donc cette interprétation, cette connaissance des problématiques de l'école, elle est essentielle, que le rapport soit produit ou pas par IA, cette problématique, elle est essentielle, cette maîtrise, pardon, elle est essentielle en amont. Mais par contre, un troisième constat qu'on a observé, et là c'est certainement le plus important, c'était que malgré tout, dans toutes les expériences des inspecteurs, et là je permettrai évidemment aussi à mes collègues inspecteurs de pouvoir me compléter, ou, voilà, ou me corriger, mais on a vraiment, me semble-t-il, constaté que le format collectif, le format de la séance en lui-même avait atteint une limite, en fait. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, voilà, les échanges, le dialogue de gestion avait suivi un format collectif, voilà, un format collectif euh, qui avait trouvé des limites parce que bah, c'était très difficile dans ce format collectif de pouvoir creuser les choses. On en restait à des explications qui étaient souvent générales. On peut dire dans les situations les plus défavorables, on en restait à des échanges où les gens, où les enseignants se limitaient à des explications qui étaient liées à des facteurs externes, hein. C'est la faute aux familles, voilà, pour faire simple. Et très rarement des occasions d'approfondir ce qu'on peut faire dans le cadre de l'école. Dans le meilleur des cas, avec des inspecteurs qui pouvaient maîtriser peut-être les problématiques de l'école, on avait au mieux des enseignants qui essayaient d'expliquer ce qu'ils essayaient de faire, par exemple en termes de pratique de lecture ou de remédiation, mais dans le format collectif, il n'y avait pas assez d'espace pour que ces enseignants puissent en fait euh, construire des données complémentaires au rapport produit par l'intelligence artificielle. Et c'est ça peut-être la limite principale, il me semble, de l'expérience qu'on a expérimentée à ce stade, c'était que certes, on a eu
de très beaux rapports produits par intelligence artificielle. On a eu, avec certains inspecteurs, de très belles séances d'interprétation. On a pris le temps de décortiquer et d'analyser les rapports. Mais les enseignants n'ont pas eu, certainement, et sans doute, suffisamment d'espace pour ce qu'on pourrait appeler construire des données complémentaires, en fait. C'est-à-dire euh, dire ce que eux, ils font, ce que eux, ils pensent. Voilà. Et ça, c'était aussi lié du coup au format collectif qui trouve sa limite. Alors, pour aller maintenant peut-être directement vers des repères, des repères justement, des repères qui sont issus de ce travail des inspecteurs, mais des repères qui constituent en eux-mêmes des manières de développer leurs propres expériences. Il nous semble qu'il y a principalement deux repères, en fait, peut-être aujourd'hui, pour imaginer euh, un prolongement de ces dialogues de gestion. Le premier repère, il porte peut-être sur l'ingénierie et le cadre de travail en lui-même. Avec l'importance, comme je venais de le souligner, d'imaginer des temps forts d'implication des enseignants en fait. Et on peut faire ça de deux manières. Dans une séance de dialogue de gestion, on peut imaginer qu'il y ait des travaux de groupe à un moment donné, des travaux de groupe où les gens ils vont produire quelque chose, même si ça peut être, même si c'est modeste, c'est quand même un acte qui est posé, qui est fondamental. Et on peut imaginer aussi que l'application des enseignants, elle peut aussi se faire par d'autres moyens, par des questionnaires par exemple, par une implication du directeur. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de faire. Et pour les inspecteurs concernés à ce stade, eh bien, tout, tout ça peut mériter des développements supplémentaires qui ne sont pas forcément trop coûteux, puisqu'en réalité, les écoles concernées ont déjà ciblé ce genre de thématiques pour élaborer des plans d'action. Mais il s'agirait peut-être, il nous semble, de pouvoir en fait aller un peu plus loin sur ce que les enseignants ils font déjà. Et ne pas aller trop vite peut-être vers des propositions d'expérimentation sans peut-être documenter un peu plus, voire même faire des observations spécifiques de classe à des endroits où les enseignants font déjà beaucoup de choses et il s'agirait d'expliciter avec eux quelle est la plus-value d'une expérimentation supplémentaire par rapport à ce qu'ils font déjà. Je donne un exemple, par exemple, dans une école, il y a eu un dispositif de remédiation par anticipation qui avait été proposé à l'image des travaux de M. Fia. Voilà. Ça a été proposé par l'un des inspecteurs, par même deux des inspecteurs, je crois. Au-delà de ce dispositif de remédiation par anticipation qui est fondamental, qui est très pertinent, eh bien, dans les écoles concernées par les inspecteurs qui font ici le dialogue de gestion, il faut beaucoup plus documenter ce que les enseignants y font en termes de remédiation, puisque les pratiques sont proliférantes. Et en même temps, on a des pratiques qui sont toujours arrimées sur une manière de répéter le cours qui n'est pas suffisamment questionnée. Donc faudra peut-être pouvoir approfondir tout ça avant de proposer vraiment un pas de côté. Mais voilà. Alors, peut-être que je vais aller un peu plus vite. Le dernier repère, le dernier point qu'on voulait vous partager, c'était justement sur cette troisième étape du dialogue de gestion qui est l'élaboration d'un plan d'action. À ce stade, et on va aller plus vite, mais on constate effectivement que les écoles qui ont été ciblées, voilà, on a des thématiques qui se dégagent. Les écoles veulent travailler sur la remédiation, la lecture, le suivi des élèves en difficulté, parfois sur l'implication des familles, euh, ou encore sur de la différenciation pédagogique. À ce stade, il nous semble que toutefois, au-delà de ces thématiques qui sont bien identifiées, l'enjeu vraiment pour les inspecteurs concernés, c'est vraiment de pouvoir construire un plan d'action à ce stade. Et un plan d'action, du coup, c'est pas juste des thématiques, mais c'est aussi très concrètement qui va faire quoi. Est-ce que ça concerne toute l'école ou quelques classes? Et éventuellement aussi, quelle est la différence entre ce qu'on va faire et ce qui se faisait déjà? Donc tout ça avec l'objectif de documenter le plus possible tout le processus. Euh, donc, euh, donc voilà, on va peut-être s'arrêter à là, parce qu'il est déjà 16h30, mais d'une part, je m'arrête ici, en précisant évidemment que voilà, ce sont des constats qui amènent à des repères.
qui sont préliminaires, qui sont tâtonnants. Voilà, on part d'une volonté de formaliser un certain nombre de choses qu'on a semblé apprendre de l'expérience des inspecteurs, de ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Et donc, ça mérite évidemment discussion à ce stade. Et donc, je vous remercie de votre attention.